Saga Sounds. Il y a 50 ans, paraissait un rapport scientifique qui fit l'effet d'une bombe. Le rapport Meadows, publié en 1972 par des chercheurs du MIT, un célèbre institut de recherche américain, alertait sur les dangers que nous fait courir une croissance économique illimitée dans un monde aux ressources finies. Pourtant, depuis, nous n'avons pas changé de trajectoire. Pire, on a accéléré. Je m'appelle Audrey Boelly et je suis journaliste scientifique. Comme beaucoup, je m'inquiète pour l'avenir de mes 2 filles et des enfants de leur génération. Alors, j'ai voulu savoir où nous en étions aujourd'hui, 50 ans après la publication du rapport Meadows, et maintenant que nous sommes entrés dans l'ère de la surproduction et de la fast fashion. Dans ce podcast, je mènerai mon enquête en interrogeant des experts et des scientifiques pour tenter de répondre à ces questions vitales. S'est-on rapproché des limites planétaires ? Les a-t-on déjà dépassées ? Est-il possible d'envisager un avenir où l'activité humaine n'épuiserait pas les ressources de notre seule planète, dont nous et l'ensemble du monde vivant dépendons pour notre survie ? Nous sommes au 7e épisode de ce podcast et j'ai déjà bien avancé dans mon enquête. Après m'être intéressée à la production agricole, à la pêche, à l'extraction de sable, je m'aperçois que tous ces sujets ont un point commun, l'énergie. Pour moi, l'énergie, au départ, c'est l'essence dans le réservoir de ma voiture. C'est ma chaudière à gaz pour chauffer mon logement, ou bien l'électricité pour recharger ma batterie de téléphone. Mais au travers de mes entretiens précédents, j'ai réalisé que c'est bien plus que ça. Tous les jours, je mange et je bois des énergies fossiles sans le savoir. Car ma nourriture est produite grâce à des engrais fabriqués avec du gaz, et la station d'épuration qui alimente mon robinet consomme aussi de l'énergie. Quand je regarde autour de moi, tous les objets ont été fabriqués dans des usines qui tournent au pétrole ou au charbon et ont parfois fait le tour du monde dans la soute d'un bateau ou d'un avion avant d'arriver chez moi. Nos besoins en énergie sont partout. D'ailleurs, dès que l'énergie tousse, nous nous enrhumons. Il n'y a qu'à voir les conséquences de la forte augmentation des prix du pétrole et du gaz suite à la crise du Covid et à la guerre en Ukraine. Factures de chauffage en hausse, augmentation du prix de l'essence et de l'alimentation, inflation et j'en passe. Alors que se passerait-il si nous faisions face, dans les années à venir, à un déclin de l'approvisionnement en pétrole, notre première source d'énergie ? Comment cela affecterait-il notre économie, notre mode de vie ? Est-ce que ce serait une bonne nouvelle pour le climat ? Et pourrait-on compenser avec d'autres sources d'énergie ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Ozano. Bonjour. Bonjour. Mathieu Ozano, vous êtes directeur du Shift Project, un groupe de réflexion qui travaille sur la transition énergétique. Vous êtes vous-même spécialiste des questions énergie et climat, et en particulier de tout ce qui touche au pétrole. Vous avez publié en 2015 Or Noir, la grande histoire du pétrole, qui retrace la manière dont cette énergie a façonné notre vie quotidienne et les grands mouvements géopolitiques du XXe siècle. On peut suivre vos chroniques sur le blog Oilman, hébergé sur le site du journal Le Monde, et vous venez de publier un nouvel ouvrage intitulé Pétrole, le déclin est proche, coécrit avec Hortense Chauvin, journaliste au magazine Reporter. Mathieu Ozano, j'ai choisi d'intituler cet épisode « Énergie, l'overdose ». L'énergie est-elle une drogue à laquelle nous sommes tous accros sans le savoir ? Une analogie que je préfère utiliser, c'est avec tout simplement le sang et le système sanguin. Pourquoi ? Parce que, en fait, les vecteurs d'énergie qui circulent dans les pipelines, dans les gazoducs, qui circulent dans les câbles électriques, apportent l'énergie, apportent les nutriments qui permettent à l'organisme technique que nous formons en tant que société moderne, à chacune des cellules, à chacun des organes vitaux. Donc, il y a cette double dimension. Si vous avez un défaut d'approvisionnement en sang, vous tombez en syncope. Si vous êtes en manque d'un nutriment extrêmement puissant qui peut être assimilé à une drogue, par exemple des amphétamines ou quelque chose une boisson extrêmement énergétique, à ce moment-là, on retrouve cette notion d'addiction, en tout cas, à une denrée qui est juste vitale. Le pétrole est le sang de la société. Donc, se projeter dans un monde sans pétrole, ça veut dire réussir une opération à cœur ouvert, mais non seulement ça, mais changer le système sanguin et, au passage, ce faisant, changer l'organisation des organes vitaux.
J'aimerais revenir sur l'origine de cette énergie abondante qui fait aujourd'hui fonctionner notre société. Pouvez-vous nous expliquer comment se sont formées les réserves de charbon, de pétrole et de gaz ? On parle d'énergie fossile. Pourquoi est-ce qu'on parle d'énergie fossile ? C'est parce que ces sources d'énergie sont produites par les transformations très lentes dans les couches sédimentaires pendant des millions d'années d'organismes vivants. Le charbon, ce sont des forêts. On parle même parfois, en parlant des mines de charbon, de forêts souterraines. C'est du bois. C'est du bois, c'est des feuilles, c'est des graminées, etc., essentiellement, qui ont été piégées dans les couches sédimentaires et cuites, en quelque sorte, pendant des centaines de millions d'années. Le pétrole et le gaz naturel, qui sont très similaires, en fait, on parle d'hydrocarbures, en fait, c'est la même chose. Ce sont, cette fois, à nouveau des organismes vivants, mais cette fois des micro-organismes qui ont vécu dans des mers qui sont aujourd'hui disparues et qui se sont retrouvés piégés, pour simplifier, à nouveau dans des couches sédimentaires et qui ont été cuites à l'étouffée durant les temps géologiques. C'est pour ça qu'on parle d'énergie fossile. Et de quelle manière utilise-t-on ces énergies aujourd'hui ? On la crame, on la brûle. Ce sont des énergies carbonées, c'est-à-dire que leur combustion produit de l'eau, de la vapeur d'eau, du CO2. C'est le petit problème du climat auquel vous avez déjà dû faire référence. Et puis, au cours de cette réaction chimique, est libérée des quantités d'énergie faramineuses et gratuites, cette énergie potentielle est déjà là dans la structuration de la molécule offerte par les transformations naturelles qui l'ont amenée jusqu'à nous depuis les temps géologiques. L'utilisation de ces énergies fossiles date des débuts de l'ère industrielle. C'est donc très récent à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Comment faisait-on avant ? Alors d'abord, c'est même ce qui qualifie la naissance de la révolution industrielle. La révolution industrielle, ça n'est pas le progrès technique. On savait faire des montres à complications extrêmement sophistiquées à l'époque de François Ier, à la Renaissance. Ce qui caractérise la révolution industrielle, ce qui lui permet d'éclore précisément cette nouvelle organisation sociétale, c'est la libération de l'énergie fossile. D'abord l'énergie du charbon, puis l'énergie des hydrocarbures au cours du 19e siècle, le pétrole et le gaz naturel surpassant le charbon à partir de 1945. Alors, comment on faisait avant ? On était 100% renouvelable. 100% renouvelable, chacun le sait. On utilisait les moulins à eau, la marine à voile, le soleil pour sécher les récoltes. On utilisait les sources d'énergie diffuses dérivées du soleil ou du vent, essentiellement, et de l'eau. Aujourd'hui, on n'a jamais consommé autant d'énergie. On en utilise combien de fois plus qu'il y a 50 ans ? Alors, il y a 50 ans, on était juste avant le premier choc pétrolier. Je dirais que c'est de l'ordre de 2,5 fois plus d'énergie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a continué à empiler. En fait, on a jamais autant consommé autant de charbon qu'aujourd'hui, ni autant de pétrole. En fait, on n'a jamais vraiment fait de transition énergétique jusqu'à présent. C'est bien ce qui donne l'ampleur du problème posé aujourd'hui lorsqu'on parle de sortir des énergies fossiles d'ici une génération. Jusqu'à présent, faut imaginer la production énergétique mondiale qui permet au grand organisme que forme l'humanité technique comme un empilement, alimenté par un empilement qui n'a jamais cessé de s'accroître de toutes les formes d'énergie. Oui, parce que dans l'imaginaire collectif, le charbon a remplacé le bois, le charbon a lui-même été remplacé par le pétrole, mais en fait, c'est pas une réalité. Rien n'a remplacé quoi que ce soit. Pas plus que la télévision n'a remplacé la radio. On n'a jamais cessé d'accroître la consommation de toutes les formes d'énergie. Et c'est bien, ça tombe un peu sous le sens, parce que se dire, par rapport à l'époque de nos parents, qu'on consomme 2,5 fois plus d'énergie qu'à l'époque, on se doute bien qu'il a fallu faire à la lettre feu de tout bois. Est-ce qu'on peut dire que la croissance économique est proportionnelle à l'énergie qu'on consomme ? À peu près. Ouais. Là encore, c'est aussi un signe de la difficulté du problème posé. Jusqu'à présent, croissance économique d'une part et consommation d'énergie d'autre part ont évolué dans des ordres de grandeur très similaires. Très similaires. C'est une des relations les plus stables qui existe dans le chaos de l'activité économique. Il y a des choses qui bougent dans tous les sens. Parmi les trucs qui restent très, très stables, il y a ce rapport entre activité économique et consommation d'énergie. Et il faut s'y attarder une seconde parce que, en fait,
peut-être bien qu'on parle strictement de la même chose. Lorsqu'on parle d'une croissance de l'activité économique, on parle d'une croissance des transformations. Vous déplacez plus, vous chauffez plus, vous cassez plus de choses, vous transformez plus de choses. Qu'est-ce que c'est l'énergie ? Fondamentalement, l'énergie est une grandeur physique qui mesure le changement. En physique, quand on parle de mesurer le changement, on parle à la lettre d'énergie. C'est ce que mesure l'énergie. C'est la capacité d'une chose à transformer l'état de choses autour d'elle. Donc en économie, c'est la capacité de système énergétique à déplacer, transformer, refroidir, réchauffer, etc., etc., etc. Et si on continuait sur la lancée actuelle avec plus de croissance économique, plus de production, donc plus de transformation, de quelle quantité d'énergie aurions-nous besoin dans 50 ans ? Proportionnelle à l'activité économique, à des gains d'efficacité près. C'est-à-dire que si effectivement on améliore les procédés techniques, on va un tout petit peu déformer cette relation très étroite, très compacte qu'il y a entre consommation d'énergie d'une part et résultat de cette consommation d'énergie à travers l'activité économique d'autre part. Mais il faut bien comprendre que ces gains d'efficacité sont très lents, très incrémentaux. Les hommes et les femmes de l'art, les ingénieurs qui sont spécialistes de la manière de gagner de l'efficacité énergétique dans la manière dont, par exemple, ce micro transmet le son de ma voix, ou quelle que soit la transformation technique, on fait des gains qui sont rarement spectaculaires. Donc, il n'y a pas de raison de s'attendre à ce que plus de croissance économique réclame sensiblement moins d'énergie. C'est tout le problème posé par la notion de croissance verte, en fait. C'est que peut-être la croissance verte, c'est juste une vue de l'esprit. Et alors du coup, si on poursuivait cette croissance, donc il faudrait plus d'énergie. Or, comme vous le documentez dans votre dernier livre, on va plutôt vers une réduction de l'approvisionnement en pétrole, qui est notre première source d'énergie. Ça peut paraître étonnant, contre-intuitif. En tout cas, on n'en parle pas. C'est-à-dire que l'on ne se rend pas compte à quel point on est en train de scier sur la branche sur laquelle on est assis. Les réserves d'énergie fossile peuvent être également qualifiées de tarissables. Elles existent en quantité finie sur notre planète, qui est une sphère, et qui est donc représente un espace fini. Toute ressource minérale existe en quantité finie sur Terre. Et il y en a une, c'est pas la seule, mais il y en a une où on sait documenter assez précisément aujourd'hui qu'on est tout proche, si ce n'est sur le point de bascule, ce sont les réserves mondiales de pétrole. Il y a de nombreux symptômes aujourd'hui qui montrent qu'on est juste sur le maximum potentiel de production mondiale. Alors, on peut peut-être augmenter un peu, mais compte tenu de ce qu'on sait des découvertes depuis des décennies, c'est mesuré très finement de pétrole, il n'y a pas de raison de s'attendre à autre chose que des contraintes de plus en plus nettes, de plus en plus sensibles sur les approvisionnements, ce qui constitue malheureusement encore aujourd'hui notre première source d'énergie. Il y a une source de pétrole dont on a passé le pic en 2008 et ça a été annoncé par l'Agence internationale de l'énergie. C'est ce qu'on appelle le pétrole conventionnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ? Le pétrole conventionnel, c'est le pétrole roi. En fait, c'est les 3/4 de la production mondiale. C'est le pétrole liquide classique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire c'est cette forme de pétrole que l'on trouve dans des formations géologiques bien caractéristiques, qu'on appelle des roches réservoirs, où jusqu'à une date très récente, on allait puiser la quasi-totalité de la production mondiale de pétrole. Bon. Pour ce pétrole conventionnel, entre guillemets, la messe est dite. Ça fait plus d'un demi-siècle, depuis le milieu des années 60, très précisément, que les pétroliers découvrent de moins en moins de ce pétrole conventionnel. Donc il est par un calcul mathématique assez rudimentaire, il est très facile, lorsqu'on connaît le niveau de consommation et qu'on connaît le niveau de réserve, c'est-à-dire le niveau des stocks, de comprendre à partir de quel moment les stocks mondiaux de pétrole ne suffiront plus à alimenter la pompe à essence. Et ça, c'est un diagnostic qui a été fait avant que ne soit franchie la date à laquelle vous faites référence, 2008. 2008, c'est donc la date à laquelle le maximum de la production mondiale de pétrole conventionnel
a été franchie, et a été franchie de manière très vraisemblablement irréversible, compte tenu de ce qu'on sait de l'état des réserves mondiales de pétrole. Et cette date de 2008 a été annoncée à l'avance, correctement, par des pétroliers qui s'appellent Colin Campbell et Jean Laherrère, qui sont des pétrogéologues de très haut niveau, qui ont fait toute leur carrière, dont toute la carrière a consisté à évaluer les stocks mondiaux de pétrole. Eh bien, en 1998, ils ont écrit un article dans un magazine américain qui est un peu l'équivalent de Science et Vie en France, en disant, d'après nos extrapolations, pour nous, il y aura un pic de la production mondiale de... Alors, ils ne disaient pas pétrole conventionnel à l'époque, ils disaient de pétrole facile, mais ça revient au même, un peu avant 2010. Et ça s'est produit dans les 10 ans. Ils ont dit dans les 10 ans. Et ça s'est produit précisément 10 ans après, en 2008. Il faut s'y attarder un tout petit peu. C'est assez rare en économie qu'on sache faire des prédictions aussi exactes. Eh bien, c'est parce que fondamentalement, on n'est pas confronté à un problème économique, on est confronté à un problème physique, et qui plus est assez rudimentaire, lorsqu'on a des bonnes données pour travailler. Et c'était le cas de l'ARR et de Campbell. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, précisément ce qui est mis en avant dans le rapport Meadows, de limites physiques quantifiables à la croissance économique. Est-ce qu'il n'y a pas des zones qui sont maintenant accessibles et qui pourraient changer la donne? Par exemple, le fait qu'on puisse aller maintenant forer en Arctique, ou alors qu'on ait les moyens d'aller chercher du pétrole dans les grandes profondeurs marines? On n'a pas tout à fait encore fait complètement le tour de la planète pétrole. Ça fait quand même un siècle et demi qu'on cherche, et qu'on cherche de manière systématique, avec des méthodes qui n'ont jamais été aussi fines et des outils qui n'ont jamais été aussi performants qu'aujourd'hui. Il n'empêche que, malgré les découvertes qui sont faites ici ou là, par exemple dans le golfe du Guinée, par exemple effectivement en Arctique, les découvertes, lorsqu'on les additionne, l'ensemble des découvertes de pétrole conventionnel, je dirais un mot ensuite des formes non conventionnelles, n'ont jamais été aussi mauvaises qu'au cours des 10 dernières années, alors qu'au cours de ces 10 dernières années, on n'a jamais mis autant d'argent pour chercher du pétrole, et on n'a, a fortiori, jamais eu de moyens aussi sophistiqués. On comprend bien que, sans être spécialiste, que la géophysique, qui permet de comprendre ce qui se passe sous terre, elle n'était pas tout à fait aussi performante il y a même 20 ans, ou même 10 ans, qu'aujourd'hui, avec les supercalculateurs et les outils numériques pratiquement infaillibles dont on dispose aujourd'hui. Pourtant, on découvre beaucoup moins de pétrole que dans les années 60 et 70. Vous évoquiez d'autres types de pétrole dits non conventionnels. Est-ce que ça pourrait permettre de compenser dans la durée le fait qu'on a accès à moins de pétrole classique ? Alors, vous avez très bien posé la question, parce qu'en fait, tout l'enjeu, c'est de savoir combien de temps. Alors, effectivement, il y a eu un essor spectaculaire des pétroles non conventionnels. Alors, essentiellement, on parle des sables bitumineux au Canada, qui sont des formes très, très lourdes. Voilà, c'est des bitumes, comme son nom l'indique. Donc, ce sont des très grosses molécules qui réclament beaucoup de transformation pour terminer sous forme de carburant. Et puis, il y a la forme reine aujourd'hui, qui est le pétrole de schiste. On a entendu pas mal parler de gaz de schiste, de la fracturation hydraulique. C'est ça. Il y a eu un boom absolument ahurissant ces 10 dernières années aux États-Unis, qui ont permis jusqu'ici de faire mieux que compenser le déclin de la production de pétrole conventionnel. Oui, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas précisé. Le pic de 2008, c'est bien un pic, ça n'est pas un plateau. C'est-à-dire que depuis 2008, la production de pétrole conventionnel, ce pétrole liquide classique, alors elle n'a pas beaucoup diminué, mais elle a diminué de manière caractéristique. Et jusqu'à présent, cette baisse a été compensée par un essor tout à fait remarquable des pétroles non conventionnels. Et la question, c'est combien de temps ? Les pétroles non conventionnels, en fait, c'est les fruits pourris en haut de l'arbre. Le pétrole conventionnel, c'est les bons gros fruits mûrs qu'on avait à portée de main. C'est vraiment l'or noir. C'est ce qu'il y avait de facile. Et c'est bien pour ça qu'on l'a récolté en premier. Les pétroles non conventionnels, quand on pense à de la fracturation hydraulique, donc il faut aller casser la roche pour libérer les liquides. Quand on pense au sable bitumineux, c'est des carrières où il faut prendre des quantités énormes de sable qu'il faut réchauffer pour séparer du bitume pour en faire du liquide. On comprend bien que ce n'est pas vraiment les premiers choix. Donc, on est venu sur ces pétroles non conventionnels, non pas par choix, mais par défaut d'autres choix. C'est parce que précisément, on a atteint les limites sur le pétrole conventionnel que les pétroliers ont dû faire... on a des expressions, on dit faute de grive, on mange des merles. C'est un peu ça pour les pétroliers qui s'est passé. Et l'horizon aujourd'hui de développement pour les industriels du pétrole, ce sont exclusivement des pétroles qui ont tous en commun d'être compliqués.
Plus compliqué, ça veut dire plus cher à exploiter, j'imagine. Plus cher et surtout plus difficile d'un point de vue industriel à produire en grande quantité. Voilà. Quand je disais le pétrole conventionnel aujourd'hui, c'est les 4/5 ou les 3/4, 4/5 de la production mondiale. Ce pétrole-là va décliner. Donc, on comprend bien que si ce truc-là décline, il va falloir compenser les meilleurs fruits par des fruits qui sont plus compliqués à aller chercher, plus coûteux à transformer, etc. Donc, il faut s'imaginer, on peut aussi prendre la comparaison d'une course sur un tapis roulant, où il serait de plus en plus difficile de se maintenir au rythme du tapis roulant, le tapis roulant étant le déclin de la production existante de pétrole conventionnel. Donc là, on vient de dire que c'est plus coûteux financièrement, mais c'est aussi plus difficile, donc plus coûteux en énergie d'aller chercher ces pétroles. Oui, c'est l'un des autres symptômes de ça. Pour faire des sables bitumineux, pour aller chercher du pétrole à très grande profondeur dans les océans, pour aller chercher, à Dieu ne plaise, peut-être demain du pétrole en Arctique, on comprend bien que ça suppose des équipements industriels qui eux-mêmes sont très voraces en matériaux et en énergie. Et donc on voit très clairement dans les statistiques le retour sur investissement énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie que vous devez investir pour récupérer de l'énergie qui se dégrade constamment. Il faut de plus en plus d'énergie pour produire de l'énergie. Le cas limite de ça, le cas extrême de ça, qui caractérise une certaine folie en fait dans l'incapacité à se maintenir dans cette course sur le tapis roulant, ce sont les agrocarburants. Les carburants agricoles réclament quasiment, selon ce qu'on mesure, ils réclament presque autant d'énergie dans les moissonneuses-batteuses, dans les engrais, que vous ne récupérez de l'énergie au final. Donc il y a une folie en fait là-dedans. Et au passage, en plus, vous privez de terres fertiles pour faire autre chose, pour nourrir les gens, par exemple. Il y a des chiffres que j'aimerais citer. Il fallait 2 ou 3 barils de pétrole pour produire 100 barils de pétrole classique en exploitant, par exemple, les champs pétrolifères d'Arabie Saoudite. Il en faut aujourd'hui 10 à 15 pour extraire 100 barils de pétrole offshore. Et on a besoin d'1 baril pour en produire seulement 3 à partir de sables bitumineux au Canada. Oui, c'est à peu près ça. Ça montre bien qu'il faut dépenser de plus en plus d'énergie pour en extraire de moins en moins. Et tant qu'on reste très vorace, tant qu'on a beaucoup besoin de pétrole, on va être tendanciellement obligé de continuer à espérer compenser des bons fruits par des fruits pourris, en fait. Et alors, du coup, ça nous mène à quel horizon ? Est-ce qu'on a une idée du moment où on pourrait atteindre le pic pétrolier global ? C'est bien possible qu'on y soit, à quelques années près. Je disais tout à l'heure qu'on trouve de moins en moins de pétrole conventionnel, de manière tendancielle et systématique depuis maintenant un demi-siècle. Aujourd'hui, la responsable de la stratégie chez Total, par exemple, mais elle n'est pas la seule, dit qu'il risque de nous manquer à l'horizon 2025, c'est-à-dire à peine demain à l'échelle de temps des transformations industrielles. C'est des industries qui changent très lentement, les industries énergétiques. Pour la patronne de la stratégie de Total, il risque de manquer 1/10 de la production mondiale à l'horizon 2025. On peut se dire 1/10, c'est pas beaucoup, c'est pas grave, on va faire avec. Imaginez que systématiquement, votre système sanguin, d'un coup, soit privé d'1/10 de ce qui lui permet de faire fonctionner. Vous n'allez pas pouvoir faire tout à fait les mêmes choses. Vous allez être un peu fatigué. Les chocs pétroliers des années 70, dont on sait qu'ils ont eu un rôle très important dans l'essor, par exemple, du chômage de masse en Occident ou du déclin de l'industrie occidentale, ont été provoqués par des déficits bien moindres et surtout moins systématiques, parce que c'était des problèmes politiques et non pas géologiques, essentiellement. Enfin, disons, en surface à l'époque. Donc, un défaut d'approvisionnement, faute de suffisamment de projets à l'horizon 2025, d'1/10 de la production mondiale, c'est beaucoup. Mais alors du coup, même si même l'industrie pétrolière s'exprime sur le sujet, pourquoi on n'en entend pas parler ? Parce que c'est un sujet majeur du coup pour notre. Je pense que ça va venir et je pense qu'on va très très vite en entendre de plus en plus parler. En fait, les lanceurs d'alerte aujourd'hui, les plus crédibles en tout cas, ce sont les pétroliers eux-mêmes. Et pour eux, c'est un fait de la vie et qui plus est ancien. Ils ont un problème pour compenser le déclin de la production existante. La mer du Nord, par exemple, qui est notre source domestique principale à nous, Européens de l'Ouest, est en déclin systématique depuis maintenant plus de 20 ans. La mer du Nord, il n'y a pas de problème d'accès aux capitaux, il n'y a pas de problème de sécurité des contrats, il n'y a pas de problème de guerre civile. C'est un phénomène géologique, c'est irrémédiable. On ne trouve plus depuis très longtemps de pétrole en mer du Nord. On s'attendait à ce que la production décline. Elle a décliné à peu près à la date prévue par les pétroliers. Et depuis, on est à peine à la moitié de la production du maximum, qui n'était pas très ancien, qui était en l'an 2000. Donc ça peut aller très vite. Et on comprend bien que pour l'Europe,
en particulier, qui, bien que posant en champion du climat, ne sort pas du pétrole encore aujourd'hui et demeure avec la Chine le plus gros importateur mondial de pétrole, eh bien, que votre seule source domestique soit en déclin systématique, ça devrait être une raison suffisante, même en dehors du climat, pour se dire ça va à un moment donné poser des petits problèmes. Et la crise qu'on voit sur les prix du gaz et qu'on voit sur les prix du pétrole, Oui, qu'on observe suite à la crise du Covid et la guerre en Ukraine, est particulièrement aiguë pour l'Europe parce que nous avons des besoins qui sont toujours très importants, qui sont même qui plus est en très forte croissance pour le gaz, et que notre pétrole et notre gaz à nous, que l'on produit, disons, sur le continent, sur l'ouest du continent européen, est en déclin irrémédiable. sachant qu'on a besoin du pétrole pour un très grand nombre d'activités, est-ce qu'un pic pétrolier global conduirait inévitablement à ce qu'on pourrait appeler un pic de tout ? Un pic d'extraction de matières premières, mais aussi un pic de la production et de la consommation ? Oui. En fait, toute la question, c'est de savoir si ce pic de tout sera subi ou anticipé. Mais par contre, il est très vraisemblablement, inexorable. Au sens où, tôt ou tard, alors on peut débattre, et d'ailleurs les pétroliers discutent beaucoup de ça, de l'imminence. Il se trouve qu'aujourd'hui, ça fait suffisamment longtemps qu'on en parle, aujourd'hui c'est la patronne de la stratégie Total qui en parle, et qui dit c'est imminent. La conséquence, c'est effectivement que le pétrole étant indispensable pour extraire les métaux, toutes les matières premières dans le monde, on comprend bien que si on a une contraction sur cet approvisionnement de notre première source d'énergie, ça va poser des soucis pour maintenir la production de tout ce qu'on fait grâce au pétrole. Alors, on pourrait se dire, oui, mais on peut mobiliser d'autres sources d'énergie. Alors, ça, c'est négliger un élément fondamental dans le diagnostic. Pourquoi est-ce que le pétrole est la première source d'énergie mondiale ? Alors, pour une raison tout à fait triviale, c'est ce qu'on avait de mieux sous la main. Il n'y a pas de source d'énergie qui cumule autant de qualité, de praticité, de qualité pratique que le pétrole. Donc ça veut dire que toutes les alternatives au pétrole, que ce soit les éoliennes, les barrages, les centrales nucléaires, ont toutes ceci en commun qu'elles sont plus compliquées. Et donc, du coup, plus difficiles à mobiliser au même niveau pour maintenir le même niveau de consommation énergétique. Donc, quand vous dites on sort du pétrole, que ce soit de bon gré à cause du climat ou de force parce qu'on est rattrapé par des limites géologiques, vous dites strictement la même chose que il va falloir consommer moins d'énergie. Parce que le pétrole, c'est notre première source d'énergie en quantité, mais également en qualité. Et c'est bien pour ça, c'est bien parce que c'était la meilleure qu'on avait sous la main en qualité qu'elle est devenue la première source en quantité. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas plus efficace comme énergie que le pétrole et qu'aucune autre énergie ne pourrait permettre de compenser ? Mère Nature a accumulé beaucoup de qualités dans cette source d'énergie. Des qualités, encore une fois, pratiques. D'abord, imaginez un litre de pétrole. Je l'ai dans un bidon, je le pose dans un coin de votre studio. Je reviens dans un siècle. Si j'ai bien fermé mon bidon, d'un point de vue chimique, c'est toujours la même chose. Donc je peux le brûler et dégager de l'énergie. C'est-à-dire que c'est vraiment une source d'énergie qui, comme on dit, cumule les fonctions de stock et de flux. Ce n'est pas du tout le cas de l'électricité, par exemple. L'électricité, si une batterie, je la pose là, je n'ai pas besoin d'attendre un siècle, je n'ai même pas besoin d'attendre un an pour qu'elle soit déchargée. Ça n'est pas un stock d'énergie. En tout cas, ce n'est pas un stock. On sait chimiquement stocker des formes d'énergie, mais pas l'électricité. Bon, le vent, si le vent ne souffle pas, le soleil, la nuit, rien que ça. Voilà. Et même vis-à-vis des autres énergies fossiles qui également cumulent les fonctions de stock et de flux, le charbon ne bénéficie pas pour alimenter les systèmes techniques de la force de la gravité. Il faut pelleter le charbon. Il faut le transporter, il faut le porter. C'est idiot à dire, mais le pétrole a cette qualité irremplaçable, c'est qu'il est liquide. Le gaz, très proche du pétrole, précisément, c'est du gaz. Ça ne se stocke pas aussi facilement, ça ne se transporte pas aussi facilement. Autre qualité extraordinaire du pétrole, c'est qu'il est très dense. C'est-à-dire qu'en volume, ou poids ou masse équivalente, il n'y a pas grand-chose de comparable. Si, il y a l'uranium, mais l'uranium, il ne suffit pas d'un briquet pour l'allumer. Une autre qualité qui est intéressante, c'est que les molécules d'hydrocarbures, on sait en faire plein de trucs. Donc on sait en faire de l'énergie, c'est même l'essentiel de l'usage, mais on sait aussi en faire la bonnette de votre micro, là, ou le plastique, ou les textiles. On sait en faire des médicaments, on sait en faire des colles, des enduits, des lubrifiants, enfin on sait faire
des quantités faramineuses de choses avec cette denrée qui est en plus, et c'est bien pour ça qu'on parle d'or noir, offerte gratuitement par la nature. Alors, est-ce que finalement, moins de pétrole disponible, ça ne serait pas une bonne nouvelle pour le climat? Ça revient à mon premier point, la question précédente. Ça dépend si c'est subi ou si c'est anticipé. Si c'est subi, c'est une catastrophe. Alors, ça n'empêchera même pas la catastrophe climatique, mais ça sera une catastrophe humaine à tous les coups. Il y a beaucoup de guerres qui ont été déclenchées pour l'accès à l'énergie en général et au pétrole en particulier au cours du XXe siècle, lorsque cette énergie était abondante. Qu'est-ce qui peut bien se passer le jour où elle sera moins abondante et on aura tout autant besoin d'énergie? C'est quand même une promesse d'un chaos récurrent très, très préoccupant. Je pense que l'une des raisons qui n'est pas réalisée dans la nécessité de la transition énergétique, c'est la paix. C'est la préservation de la paix. Ça, c'est pour moi déjà un élément assez suffisant. Mais c'est pas la seule raison. Ce que vous expliquez, c'est que le pic pétrolier ne va pas suffire à résoudre le problème climatique. Ça suffira pas. Et pour quelle raison? Pour 2 raisons. La première, c'est que en toute vraisemblance, un déclin de la production, un déclin pour des raisons fondamentalement géologiques de la production mondiale de pétrole, sera suffisamment rapide pour qu'on ressorte les fusils, mais ne sera pas suffisamment rapide pour nous prémunir d'un réchauffement climatique. Et en plus, malheureusement, il y a d'autres alternatives fossiles tout aussi carbonées, même plus carbonées, comme le charbon. On peut tout à fait, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il n'y avait plus de pétrole, on faisait marcher des gazogènes qu'on utilisait soit avec du charbon, soit avec du charbon de bois. Donc il y a des alternatives qui restent carbonées, qui sont les plus faciles à déployer. Il ne faut pas nous oublier que depuis les premiers accords sur le climat en 97, la première source d'énergie qui s'est développée, c'est le charbon en quantité, et ensuite c'est le pétrole. Il y a encore beaucoup de charbon sur Terre. On parle aussi du gaz comme d'une énergie de transition et la Commission européenne l'a même inclus dans sa taxonomie verte. Pourtant, c'est une énergie fossile qui émet aussi des gaz à effet de serre. Ouais, alors à quantité de consommée équivalente, elle en émet un peu moins que le pétrole et beaucoup moins que le charbon. Mais les objectifs climatiques stipulent qu'il faut sortir aussi du gaz fossile. Donc c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul un peu moins mal, mais c'est un pis-aller. Et puis, il ne faut pas oublier que, et ça, je pense que c'est une question qui va émerger également, il y a aussi une question de déplétion, il y a aussi une question de limite des ressources gazières. La mer du Nord est en déclin. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes sources fossiles. En fait, le pétrole et le gaz, en général, sont mélangés dans une roche réservoir. Vous avez des hydrocarbures sous forme liquide et gazeuse. C'est la même chose. Il n'y a pas le pétrole d'un côté et le gaz de l'autre. Non, bien souvent, on va les chercher dans les mêmes formations géologiques. Donc, vous retrouvez exactement cette double pathologie, la pathologie aval, la conséquence de la combustion, le problème du climat, et la pathologie amont, qui est qu'on tape dans des ressources qui sont finies et qui, dans bien des cas, sont d'ores et déjà en déclin, et notamment dans les vieilles nations industrielles que nous habitons, où on puise l'énergie depuis longtemps. Le charbon, par exemple. Les conséquences de la fin du charbon en France, il y a sûrement des Lorrains ou des gens du Nord qui nous écoutent, ce sont des régions qui ne se sont jamais relevées de l'épuisement, du tarissement des veines de charbon en Lorraine ou dans le Nord. Ce sont des sources de richesse. Soit vous apprenez à vous en passer, soit vous subissez les conséquences. Et si on s'attaquait vraiment au problème climatique en planifiant la sortie des énergies fossiles, est-ce que ça permettrait d'éviter toutes les conséquences que vous évoquez? Oui. En fait, il faut un plan. C'est à ce à quoi on travaille au Shift. On vient de publier un truc qui, modestement, on a appelé Plan de transformation de l'économie française, où on a mobilisé beaucoup d'intelligence. Je navigue pas mal. La métaphore de la navigation me vient assez facilement. Pour moi, on est en train de dériver au vent des récifs. Il y a un changement de cap important à faire. Vous ne pouvez pas faire un changement de cap important si vous ne savez pas où vous voulez aller et comment vous voulez y aller. Si vous ne faites pas ça, vous allez continuer à dériver vers les récifs et tôt ou tard, votre bateau sera une épave. Vraiment, le syndrome du Titanic, c'est vraiment la meilleure image qu'on puisse imaginer. Il y a beaucoup de paquebots de croisière, de luxe, qui ont évité des icebergs et qui ont fait un plan de navigation qui leur a permis d'éviter
de se cracher contre l'iceberg. Donc moi, je ne pense pas du tout qu'on est face à quelque chose d'inexorable. Je pense juste qu'il faut reprendre un peu notre destin en main. Si je comprends bien, même si on réussit parfaitement la transition énergétique, on va vivre dans un monde avec de moins en moins d'énergie disponible. Quels sont les leviers pour s'adapter à un tel monde ? En fait, la planification doit intégrer cette dimension fondamentale qui est qu'on ne saura pas maintenir la consommation d'énergie mondiale au niveau actuel. On est vraiment au sommet d'une montagne et il faut descendre dans une nouvelle vallée et trouver une autre façon de vivre dans une vallée qui est différente. Je reprends l'analogie de départ. Le système pétrolier, c'est le système sanguin. D'accord ? Si vous imaginez changer complètement le système d'approvisionnement énergétique qui fait fonctionner les organes vitaux de la société. Donc les organes vitaux de la société, c'est l'agriculture, c'est l'industrie, c'est le système de santé, etc. etc. Bon. Alimenter différemment et avec moins d'énergie. Différemment parce qu'il faut une autre source et avec moins parce qu'on ne sait pas faire autant d'énergie avec autre chose que le pétrole. Bon, ça veut dire réfléchir à comment faire en sorte que ces organes vitaux de la société, qui permettent à la société de rester en paix, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous, en tout cas, dans nos sociétés occidentales développées, n'ont pas froid la nuit, mangent à leur faim et bénéficient d'un système de santé absolument remarquable malgré tout, et de la capacité d'aller et venir à peu près à sa guise. Et puis il y en a d'autres, des choses qu'on a envie de préserver. Mais disons, rien que celle-là, si on arrive à s'organiser pour manger à notre faim, ne pas avoir froid la nuit, l'hiver, et aller où bon nous semble à peu près à notre guise, peut-être moins vite, mais en tout cas, garder cette liberté de déplacement. Si on conserve ces résultats que l'on espère obtenir de chacun des organes vitaux de la société, il faut simplement réfléchir à comment est-ce qu'on peut réorganiser ces organes vitaux de façon à ce qu'ils soient beaucoup plus sobres en énergie. Et comme c'est objectivable, il est possible de faire cet exercice. Et de mon point de vue, et on est nombreux à partager ce constat, c'est tout à fait possible. Alors, il y a des changements, mais qui sont pas... qui, pour moi, pour la plupart, sont des changements absolument désirables. Se dire qu'on va se déplacer moins vite et moins loin peut-être, ou si on va loin, on y restera un peu plus longtemps et on fera ça moins de fois dans sa vie. Peut-être que, prendre un train pour aller en Asie, y rester... un an au lieu d'y rester 5 jours et se dire que on fera ça une fois dans sa vie, ça peut être une expérience au moins aussi exaltante que d'aller passer une semaine dans un Club Med à l'autre bout de la planète. Donc c'est concentrer en fait nos ressources sur nos besoins essentiels. Il y a de ça, mais je pense pas nécessairement que ça soit une dégradation de la profusion de choses dont on bénéficie aujourd'hui. Pas dans tous les cas. Il y a des choses, oui, il y a des choses auxquelles il faudra renoncer. Mais d'abord, les choses auxquelles on devrait censément renoncer peuvent avoir des contreparties tout à fait désirables. Le fait d'être en bonne santé, par exemple. Dans le fait, par exemple, d'utiliser plus tôt, quand c'est possible, un vélo que de prendre une voiture. Dans le fait d'avoir moins de maladies cardiovasculaires parce que on mange moins d'aliments gras et moins de viande. C'est pas nécessairement une dégradation. C'est aller vers un optimum, en fait. C'est chercher un équilibre plus pérenne, donc où on prend un peu moins tout pour nous et la nature, les ouvriers qui fabriquent nos trucs et nos machins à l'autre bout de la planète, on leur laisse potentiellement un peu plus. Ce que vous dites, c'est que cette planification doit aussi avoir comme ambition une meilleure répartition des ressources afin de réduire les inégalités. Vous l'avez dit, on a peut-être déjà atteint le pic énergétique. Est-ce qu'il est encore temps d'agir et de mettre en place cette planification et ces changements de mode de vie et de fonctionnement de la société ? Oui, bien sûr. Par contre, il faut prendre les choses sérieusement, quoi. Il faut vraiment s'y coller, là. On a perdu une génération. Enfin, entre le moment idéal, alors peut-être même on a perdu plus que ça, on a perdu peut-être 2 générations depuis l'époque du rapport Meadows, sans doute. Si on avait été une espèce parfaitement clairvoyante et parfaitement capable d'anticiper, mais on sait bien que les choses ne se passent pas comme ça. Depuis que j'ai commencé à m'y intéresser, je me suis dit un peu confusément, oui, ça va prendre une génération avant que tout le monde ouvre grand les yeux, quoi. Et j'espère que c'est ce qui est en train de se passer. Et je prends toujours cet exemple personnel. Je suis ancien fumeur.
Et je vois bien cette période confuse, contradictoire, où on se dit, faut vraiment que j'arrête, mais il me reste 2 clopes, là, où est-ce qu'il y a un tabac d'ouvert? Bon, ça n'est qu'une étape. Moi, je vois ça comme une crise d'adolescence, tout ça. Il y a des crises d'adolescence qui se terminent très, très mal. C'est pas le cas de toutes les crises d'adolescence. Merci beaucoup Mathieu Ozano d'avoir répondu à mes questions. Pour aller plus loin, je conseille la lecture de votre ouvrage « Pétrole, le déclin est proche », coécrit avec Hortense Chauvin et publié aux éditions du Seuil en coédition avec le magazine Reporter. Dans le prochain épisode de Dernière Limite, nous parlerons de la question cruciale des ressources minières. Pour conduire la transition énergétique, mais aussi la numérisation croissante de notre économie, nous avons besoin de plus en plus de métaux. Et comme nous l'avons évoqué dans cet épisode, extraire plus de métaux du sous-sol nécessite plus d'énergie dans un monde où nous en aurons moins. Quelles sont les solutions pour sortir de cette impasse? Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Dernière Limite. Dernière Limite est un podcast pensé et écrit par Audrey Boelly. La réalisation et la musique sont d'Emma Chevalier, l'illustration de Chloé Nicolai et la production Saga Sounds. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et pour être tenu au courant de la sortie de chaque épisode, suivez Saga Sounds sur les réseaux sociaux. Et retrouvez-nous tous les mercredis pour un nouvel épisode de Dernière Limite.